Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venus en si grand nombre aujourd'hui pour l'atelier Comprendre les états financiers. Moi, personnellement, mon nom est Guillaume Michaud. Je suis un CPA, donc un comptable professionnel agréé. Pour la session d'aujourd'hui, la session se veut interactive. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à lever la main et je vais répondre à vos questions. Si vous avez également des commentaires ou des anecdotes à nous raconter, encore une fois, vous levez la main, puis je vais vous pointer du doigt et vous pourrez répondre. Il n'y aura pas de problème avec ça. Quand on parle d'état financier, il y a des questions qui sont couramment posées par les propriétaires d'entreprises. Puis c'est des questions qui peuvent avoir des conséquences très fâcheuses. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et de répondre justement à ces questions-là. Alors, le propriétaire d'une compagnie va demander à ses comptables ou aux gestionnaires comment va l'entreprise, parce qu'il veut savoir où est-ce qu'il en est par rapport à ses investissements, par rapport à l'argent qu'il a mis dans la compagnie. Il aimerait ça savoir est-ce qu'on a fait des profits durant l'année. Parce que là, c'est bien de vendre des choses, mais si on vend et qu'on fait des pertes année après année, l'entreprise ne sera pas viable. Que nous dit nos états des résultats? L'état des résultats, c'est un document qu'on produit à chaque mois ou à chaque trimestre ou à chaque année. Mais qu'est-ce que ça dit réellement les propriétaires et aux gens qui l'utilisent? D'où provient la trésorerie? L'argent qu'on reçoit, l'argent qu'on paye, tout savoir d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça s'en va, c'est une question qui est très importante. On essaie également de savoir pourquoi nous avons besoin d'un bilan. C'est quoi ça, un bilan? On a l'état des résultats, on a un bilan, c'est quoi? Pourquoi on a besoin? Fait que ça, encore une fois, on va essayer d'y répondre dans l'atelier aujourd'hui. Où va notre trésorerie? Comme je disais, l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on paye, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va avoir d'ici la prochaine année, est-ce qu'on peut faire des prévisions de trésorerie? Pourquoi notre trésorerie ne correspond peut-être pas à nos profits? Parce que quand on regarde le compte bancaire, puis on regarde les profits qu'on est censé avoir fait avec l'état des résultats, ça ne concorde pas toujours. Fait que c'est quoi les différences, puis pourquoi il y a une différence? Alors, on va encore une fois répondre à cette question-là durant l'atelier. Un des problèmes qui est couramment relaté par les propriétaires d'entreprises, c'est que les documents qu'on utilise ont plusieurs noms différents. Donc, les gens, ils sont mélangés parce qu'ils ne savent pas quel rapport est lequel, et ainsi de suite, parce que les personnes qui travaillent en management ou qui travaillent avec ces états-là vont utiliser plusieurs fois des termes différents pour dire les mêmes choses. Comme par exemple, on a l'état des résultats, on a les résultats tout simplement, on a l'état des flux de trésorerie ou l'état de la provenance et de l'utilisation des fonds, on a l'état de l'évolution de la situation financière, on a le bilan, on a plusieurs rapports qui ont des noms distincts, mais qui veulent dire les mêmes choses. Alors, voilà. Alors, passons maintenant à la diapositive qui se nomme « Comprendre l'état des résultats ». En fait, lorsqu'on parle de l'état des résultats, il faut savoir que l'état des résultats, ça va être produit moins les charges égale le profit. C'est simple, c'est ces trois choses-là. Par contre, qu'est-ce qu'un produit? En fait, lorsqu'on produit un état des résultats, il faut respecter les normes comptables. Les normes comptables disent que les produits doivent être comptabilisés lorsqu'ils se matérialisent dans l'entreprise. Tandis que les règles de trésorerie disent qu'on doit inscrire une entrée de trésorerie au moment où on reçoit l'argent. Donc, si on fait une vente d'un item, mais qu'on vend à tempérament, donc on dit « je vous le vends aujourd'hui, vous paierez dans 30 jours », eh bien, durant la période de 30 jours, le produit qu'on a fait pour la vente va être comptabilisé comme une vente dans notre état des résultats. Mais quand je vais regarder l'état des flux de trésorerie, je n'aurai pas encore eu l'entrée d'argent puisque l'entrée d'argent va être à la fin du mois. Alors, l'entrée, la trésorerie et l'état des résultats ne balanceront pas ensemble à ce moment-là.
Les normes comptables disent également que les produits doivent être comptabilisés au moment où ils se matérialisent dans l'entreprise. Alors, lorsque j'ai un produit, encore une fois, si j'achète quelque chose à une entreprise, puis que je l'achète à tempérament, c'est-à-dire que je l'achète, puis j'ai 30 jours pour la payer. C'est-à-dire que là, je vais la payer au 30e jour. Donc, j'ai une charge qui vient dans mon état des résultats, mais la charge, elle ne s'est pas encore matérialisée en termes de flux de trésorerie. Le flux de trésorerie va se faire à la fin du mois lorsque je vais réellement débourser l'argent pour l'item qu'on a acheté. Alors ça, c'est les distinctions entre un produit et une charge. Il faut également savoir que le profit ne correspond pas à la trésorerie en raison justement de ces règles comptables-là. Alors, dans les prochaines diapositives, on va essayer justement de comprendre davantage chacun des points que je viens de mentionner par rapport à l'état des flux de trésorerie et par rapport aux états des résultats. Passons maintenant à la diapositive qui s'appelle « Principale catégorie de produits et de charges ». En fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de produits et de charges dans une entreprise et dans l'état des résultats surtout. Alors, on va voir les principales catégories qu'on a dans l'entreprise. En fait, première sorte, c'est les activités de vente. Les activités de vente vont inclure les produits et les charges qui sont encourus durant une période pour faire la vente de nos produits ou de nos services. Donc, ce sont les produits et les charges qui sont en lien direct avec la vente du bien et la production du bien, bien sûr. Ensuite, nous avons les activités d'exploitation. Les activités d'exploitation, ce sont des activités qui sont en lien avec les charges de l'entreprise. Donc, ce sont les dépenses qui ne sont pas en lien avec la production du bien qu'on va vendre ou du service qu'on va vendre. On a ensuite les activités hors exploitation. Les activités hors exploitation, c'est par exemple les intérêts, les impôts sur les bénéfices ou les éléments, les produits des charges pour quelque chose qui est très ponctuel. Par exemple, je vends un bâtiment. Ma fonction première de mon entreprise, c'est pas de vendre des bâtiments. Donc, j'avais un bâtiment que j'ai plus besoin, et je décide de le vendre. Si je fais un produit ou si je fais une perte, eh bien, je vais les mettre dans les activités hors exploitation. Également, il faut savoir que si je fais une grosse correction en matière de mes stocks, donc une grosse correction de mon inventaire, eh bien, ça va également aller dans les activités hors exploitation. Alors, passons maintenant à la diapositive qui s'appelle « Examiner l'état des résultats ». En fait, dans les activités de vente, on a les produits ou une autre appellation, on peut dire que c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans l'état des résultats, la première chose qu'on va voir, c'est les activités de vente qui sont les produits ou le chiffre d'affaires. Ensuite de ça, on a le coût des marchandises vendues. Le coût des marchandises vendues, c'est le coût qu'on a eu à débourser pour faire la vente. Donc, ça inclut les frais de conception du produit, ça inclut le matériel utilisé pour fabriquer les produits, ça inclut le coût de nos services, si on est une entreprise de services. C'est ces coûts-là qui vont générer le coût des marchandises vendues. Si on est dans une entreprise de services, de prestation de services, comme exemple un bureau comptable, on n'appellera pas ça comme un coût des marchandises vendues parce qu'on ne vend pas des marchandises, on offre des services. Donc, ça va être nos produits moins, ça va être le coût des services que ça va s'appeler au lieu de coût des marchandises vendues. Ensuite de ça, il faut savoir que lorsqu'on va déduire le coût des marchandises vendues de notre produit, on va avoir un bénéfice brut, que ça s'appelle.
Le bénéfice brut est aussi appelé à l'occasion la marge brute. On peut également voir dans cette diapositive un exemple d'état des résultats. On voit le produit qui est de 100 000 $, donc l'entreprise a fait pour 100 000 $ de vente. Et on voit juste en dessous le coût des marchandises vendues, donc combien ça a coûté à l'entreprise pour faire les produits qu'elle a vendus, c'est 36 000 $. Et si on soustrait le coût des marchandises vendues du produit, ça nous donne un bénéfice brut de 64 000 $. Alors, passons à la prochaine diapositive qui s'appelle « Examiner l'état des résultats ». À l'état des résultats, on a les activités d'exploitation avec les charges d'exploitation. Dans les charges d'exploitation, on retrouve les frais de vente, recherche et développement, les frais généraux et frais d'administration. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le coût du président au siège administratif. C'est le coût du bureau administratif. C'est le coût des ressources humaines. C'est tous ces petits coûts-là qui sont à l'administration. Après ça, on va avoir aussi, dans les charges d'exploitation, les charges d'amortissement des immobilisations corporelles. Donc, nos immeubles ont des amortissements et les amortissements vont aller dans les charges d'exploitation. Plus tard, dans les diapositives, je vais vous expliquer ce qu'est un amortissement. Pour ceux qui ne sauraient pas ici dans l'assistance ce qu'est un amortissement, je vais revenir à ça plus tard durant la présentation. Ensuite de ça, on a le bénéfice brut, moins les charges d'exploitation, donne le bénéfice d'exploitation. Donc, on a les activités de vente, on a le produit, on a le coût des marchandises vendues qui fait le bénéfice brut. Ensuite, nous avons les charges d'exploitation qu'on va venir soustraire au bénéfice brut qui vont nous donner le bénéfice d'exploitation. Nous voyons également dans la diapositive l'exemple de l'état de résultats que je parlais tout à l'heure. On a encore les produits qui étaient de 100 000 $, le coût des marchandises vendues qui était de 36 000 $, qui nous donnait un bénéfice brut de 64 000 $. Maintenant, à ça, nous allons aller soustraire les charges d'exploitation. Alors, on a des frais de vente de 15 000 $, on a de la recherche et développement pour 4 000 $, on a des frais généraux d'administration pour 20 000 $ et nous avons de l'amortissement pour 5 000 $, ce qui nous donne un total des charges d'exploitation de 44 000 $ et qui nous reste un bénéfice d'exploitation de 20 000 $. Alors, passons maintenant à la diapositive qui s'appelle « État des résultats, activité d'exploitation ». Tout à l'heure, j'ai terminé ma diapositive en vous montrant le bénéfice d'exploitation. Lorsqu'on a le bénéfice d'exploitation, il nous reste encore d'autres produits, d'autres charges à venir mettre pour générer le bénéfice net ou le profit net ou, si vous êtes malchanceux, la perte nette. Donc, ce qu'il faut venir retrancher, on a les intérêts qu'on paie sur nos emprunts. Nous allons avoir également l'impôt sur le bénéfice qu'on paie qui va être mis là. On a également, si on fait un gros ajustement d'inventaire qui vient nous générer une perte, la perte va être mise dans les activités hors exploitation. Si on a, mettons, une vente d'un entrepôt qu'on n'a plus de besoin, le gain ou la perte de la vente de cet entrepôt-là, de cet actif-là, va venir générer une perte ou un gain qu'on va venir soustraire au bénéfice d'exploitation. Alors, si on revient à mon exemple de tout à l'heure, on avait nos produits de 100 000 $, on avait des charges de 36 000 $ qui nous amenaient à un bénéfice brut de 64 000 $. Ensuite, nous avons eu des charges d'exploitation de 44 000 $ qui nous ont donné un bénéfice d'exploitation de 20 000 $. À ça, on vient soustraire nos intérêts de 4 000 $
et on vient soustraire l'impôt sur les bénéfices de 5 600 $, ce qui nous donne un bénéfice net ou un résultat net de 10 400 $. Alors, passons à la diapositive qui se nomme « Comprendre le bilan ». En fait, il faut comprendre que dans le bilan, c'est une image de ce qu'on détient et de ce que l'on doit. Donc, c'est une image à une date. Si on prend l'état des résultats, c'est pour une période. Donc, exemple, l'état des résultats, c'est pour un trimestre, c'est pour un mois, c'est pour une année. Par contre, un bilan, c'est pas pour une période. Un bilan, c'est pour une date donnée. Donc, au 31 décembre de l'année XXX, on avait tant d'argent dans l'actif, tant d'argent dans le passif et tant d'argent dans les capitaux propres. C'est vraiment une image de l'entreprise. Lorsqu'on prend l'actif, il y a l'actif à court terme, il y a l'actif long terme. L'actif court terme comprend des choses qu'on considère qui vont être liquidées ou qui sont liquides comme de l'argent. Donc, on considère des choses qui vont se rembourser dans les 12 prochains mois. Donc, c'est du court terme. Alors, on va inclure là-dedans nos comptes bancaires, nos investissements, on va inclure nos clients qui nous doivent de l'argent. On va inclure toutes les choses qui vont se matérialiser dans les 12 prochains mois en termes d'actifs. L'actif long terme comprend généralement les immobilisations corporelles. Donc, on a les IMO dans les actifs long terme et on a ce qui est liquide dans l'actif court terme. Ensuite de ça, on a le passif. Encore une fois, on a le passif à court terme puis le passif à long terme. C'est la même distinction que pour l'actif. La distinction entre le passif court terme et le passif long terme. Le passif court terme, c'est un passif qu'on s'entend à rembourser dans les 12 prochains mois. Et le passif long terme, c'est des dettes qu'on va rembourser plus tard dans les prochaines années. Alors, des sommes qu'on peut voir dans le passif, ce sont les sommes dues à nos fournisseurs qu'on va rembourser dans les 12 prochains mois, puis les sommes dues à d'autres prêteurs. Donc, si on a fait un emprunt bancaire, une marge de crédit, des choses comme ça. Maintenant, on a les capitaux propres. Les capitaux propres, ça, c'est les sommes d'argent que les propriétaires ont apportées à l'entreprise. Donc, si on a 3 propriétaires, une propriétaire A, B, C, dans les capitaux propres, on va voir l'argent que M. A a apporté dans l'entreprise, l'argent que M. B a apporté dans l'entreprise, puis l'argent que M. C a apporté dans l'entreprise. On va également voir dans les capitaux propres les bénéfices non répartis. Les bénéfices non répartis, c'est les bénéfices que l'entreprise a fait au cours des années, qui n'ont pas été redistribués en dividendes aux propriétaires de l'entreprise. C'est de l'argent qui a été réinvesti dans l'entreprise pour sa croissance ou pour d'autres raisons. Alors, c'est les bénéfices non répartis. Lorsqu'on regarde un bilan, on a l'actif qui est égal au passif plus les capitaux propres. Alors, passons à la prochaine diapositive qui se nomme « Comprendre le bilan ». Comme je le mentionnais tout récemment, le bilan, c'est quelque chose qui se fait à une date précise. Donc, un bilan au 31 décembre de l'année en cours. Tandis que l'état des résultats est fait pour une période. Donc, l'état des résultats pour le 1er janvier 2000XX jusqu'au 31 décembre 2000XX. Ça va être un état de résultats pour l'année. Et on a le bilan au 31 décembre, qui est le bilan de fin d'année. Faut comprendre que le bilan, selon les règles comptables, les items dans le bilan doivent être comptabilisés à leur valeur historique. Ce qui veut dire que les immobilisations, on va faire immobilisation moins l'amortissement qui va venir donner la valeur de l'immobilisation qui va être au bilan. En faisant ça, en mettant les items à leur valeur d'acquisition au bilan,
ça veut dire que nos choses qu'on a inscrites au bilan ou au passif peuvent ne pas être relatées la réalité. Prenons l'exemple d'un ordinateur. Un ordinateur, on peut le comptabiliser à sa valeur d'acquisition, donc sa valeur historique. On va le mettre au bilan à une valeur de, disons, 1 000 $. Après 1 an ou 1 an et demi, est-ce que l'ordinateur vaut toujours 1 000 $? La réponse est non. Mais il va encore être affiché à cette valeur historique-là. Donc, ça fait des petites différences par rapport à la réalité. On a également les actifs incorporels. Les actifs incorporels, c'est les brevets, les marques de commerce, l'achalandage. Ces choses-là sont en généralement pas compris dans le bilan parce qu'ils n'ont pas été acquis au sens de propre comptable. Donc, si ça n'a pas été acquis, donc pas été acheté, on ne peut pas le mettre au bilan comme un poste. Alors, un mot sur l'amortissement. Depuis tout à l'heure que je vous mentionne l'amortissement, puis que je vous dis que je vais en venir à vous l'expliquer. En fait, pour dire un exemple très simple, disons qu'on achète une voiture. Si j'achète une voiture aujourd'hui, donc mettons qu'on est le 1er juin, j'achète une voiture le 1er juin, dans une semaine, est-ce que ma voiture va valoir encore la même valeur que lorsque je l'ai achetée la semaine d'avant? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'un item, mettons un actif, comme une voiture, comme une maison, a une date de péremption. Donc, mettons une voiture, on dit que ça peut être utilisé dans les conditions de notre entreprise sur 5 ans. Ça veut dire qu'on va prendre la valeur de l'entreprise, la valeur de l'automobile, et on va l'amortir sur 5 ans selon ce qui est établi dans les normes comptables. Donc, l'amortissement, dans le fond, c'est l'argent que perd notre actif dans le temps. Donc, la valeur perdue par l'actif. Comme si je reviens à ma voiture, c'est un peu comme si à chaque fois que je fais un nouveau kilomètre, que la voiture perdrait de l'argent. Donc, chaque nouveau kilomètre que la voiture fait, elle perd un petit peu plus d'argent. Donc, plus on utilise un actif, plus il s'use, moins il vaut cher, et ainsi va la vie. Alors, passons à la prochaine diapositive, examiner le bilan. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, les actifs. On a normalement l'actif à court terme et on a l'actif à long terme. L'actif long terme, c'est les immobilisations corporelles. Donc, dans l'actif court terme, on a les actifs qu'on croit pouvoir liquider au cours des 12 prochains mois, c'est-à-dire notre trésorerie, donc nos comptes bancaires, nos comptes clients et les stocks de nos produits qu'on va vendre. Ça, c'est ce qui constitue l'actif court terme. Dans l'actif long terme ou les immobilisations corporelles, comme la comptabilité exige qu'on comptabilise nos immobilisations corporelles à leur valeur historique, eh bien, on va voir au bilan la valeur de l'immobilisation moins son amortissement qui va donner la valeur réelle ou plutôt la valeur après amortissement de l'immobilisation. Si on regarde la diapositive, on a un exemple de bilan. Donc, on a l'actif court terme, qu'on a une trésorerie de 25 000 $. On a également des stocks de 20 000 $. On a des créances, donc des comptes clients pour une valeur de 15 000 $, ce qui nous donne un total de l'actif court terme de 60 000 $. Ensuite, on passe aux immobilisations corporelles. On a des immobilisations corporelles pour une valeur de 50 000 $. Nous avons un amortissement des immobilisations corporelles pour 10 000 $, ce qui nous donne un total des immobilisations corporelles de 40 000 $. Donc, si on additionne l'actif court terme plus les immobilisations corporelles, on obtient une valeur de l'actif total de 100 000 $.
Passons à l'étape suivante qui est le passif. En fait, quand on regarde le bilan, on a le passif. Le passif, c'est comme l'actif. On a un passif court terme et on a un passif à long terme. Le passif à court terme, c'est un passif qu'on s'attend raisonnablement à pouvoir rembourser au cours des 12 prochains mois, qui comporte généralement nos fournisseurs et nos emprunts bancaires à rembourser au cours des 12 prochains mois, ou la partie d'un emprunt long terme qu'on doit rembourser au cours des 12 prochains mois. Le passif à long terme, lui, comporte un emprunt ou des emprunts qu'on doit rembourser sur une durée plus longue que 12 mois. Donc, ça peut être un emprunt à rembourser dans 5 ans, un emprunt à rembourser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme exemple les hypothèques qui peuvent être sur 25 ans. Alors, ça, c'est ce qui est le passif long terme. Si on regarde l'exemple qu'on voit ici, on a le passif à court terme. On a des comptes fournisseurs d'une valeur de 30 000 $. On a un emprunt bancaire échéant dans moins de 12 mois d'une valeur de 5 000 $ qui nous fait un total du passif à court terme de 35 000 $. On a également au passif à long terme un emprunt bancaire d'une valeur de 25 000 $, ce qui nous donne un total du passif à long terme de 25 000 $. Le total du passif, c'est le passif à court terme plus le passif à long terme, qui nous donne un total de 60 000 $. Passons maintenant à la partie examiner le bilan capitaux propres. Les capitaux propres, ce sont les investissements initiaux des propriétaires. Donc, si on a 3 propriétaires, propriétaires A, B et C, ça va être l'investissement initial du propriétaire numéro A, l'investissement initial de M. B et de M. C. Dans les capitaux propres, on a les investissements initiaux des propriétaires plus les BNR, donc plus les bénéfices non répartis. Qu'est-ce que c'est les bénéfices non répartis? Ce sont les bénéfices que l'entreprise a générés qui n'ont pas été retournés aux propriétaires sous forme de dividendes au cours des années. Donc, c'est la valeur historique de tous les bénéfices cumulatifs qui n'ont pas été versés aux propriétaires, qui ont été plutôt réinjectés dans l'entreprise afin de faire croître l'entreprise et faire prospérer les propriétaires. Si on regarde dans le haut de la diapositive la section bilan capitaux propres, nous avons l'avoir des actionnaires pour une valeur de 30 000 $ et nous avons les bénéfices non répartis pour une valeur de 10 000 $, ce qui nous donne un total des capitaux propres de 40 000 $. Alors, passons à la partie le bilan complet. Alors, si nous regardons bien le bilan, nous voyons la partie gauche, c'est la partie qui est attribuée à l'actif. Donc, on a l'actif court terme et l'actif long terme, qui est généralement les immobilisations corporelles. Ça, c'est le côté gauche du bilan. Si on regarde le côté droit du bilan, on va avoir le passif court terme, le passif long terme, et nous allons voir la section des capitaux propres qui va être là. Il faut également remarquer que l'actif est égal au passif plus les capitaux propres. Donc, tout à l'heure, nous avions un actif total qui avait une valeur de 100 000 $. Nous avons un passif d'une valeur de 60 000 $ et nous avons des capitaux propres d'une valeur de 40 000 $. Donc, mon 60 000 $ de passif plus mon 40 000 $ de capitaux propres égale 100 000 $, ce qui est égal à mon actif qui avait 100 000 $ tout à l'heure. Tout ça répond au concept d'égalité fondamentale du bilan. Un bilan, c'est toujours actif est égal à passif plus capitaux propres. Donc, voilà la formule. Alors, passons à la diapositive qui se nomme « Comprendre l'état des flux de trésorerie ». Demandez aux gens dans l'assistance
ce qu'il préfère entre les profits et la trésorerie. Lorsque vous aurez la réponse, vous pourrez commencer ou initier cette diapositive en parlant justement de la relation entre les profits et la trésorerie pour expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'on fait des profits qu'on a nécessairement de l'argent dans notre trésorerie. Puis si on manque d'argent dans notre trésorerie, eh bien, il y a des grosses chances qu'on fasse faillite. En fait, l'état des flux de trésorerie, c'est une chose qui est très, très importante dans l'entreprise parce que c'est avec notre trésorerie, nos entrées de fonds, qu'on réussit à payer nos fournisseurs, qu'on va payer tous nos comptes qu'on a à payer. Alors, même si une entreprise ferait des bénéfices année après année, si les liquidités de son entreprise sont insuffisantes, donc le fonds de roulement, si le fonds de roulement est insuffisant, il y a des bonnes chances que l'entreprise fasse faillite. Alors, de là, l'importance de se soucier de l'état des flux de trésorerie et du fonds de roulement de l'entreprise. Ensuite de ça, il faut savoir que la structure de l'état des flux de trésorerie, c'est un peu comme votre compte chèque à la banque. Si vous regardez un compte chèque, vous allez avoir le solde en début de période de votre compte chèque. Vous allez avoir les entrées de fonds durant la période dans votre compte chèque. Vous allez avoir les sorties de fonds durant la période dans votre compte chèque. Et vous allez avoir le solde de fin de période de votre compte chèque. C'est la même chose dans la trésorerie. On a la trésorerie en début de période, on a les rentrées de fonds, les sorties de fonds et la trésorerie en fin de période. Puis, c'est en regardant cette structure-là qu'on va pouvoir savoir où est-ce que l'argent va, d'où est-ce que l'argent vient et comprendre tous les mécanismes de la trésorerie. Alors, passons à la diapositive « Comprendre l'état des flux de trésorerie ». Il faut comprendre qu'une entreprise peut obtenir des flux de trésorerie de plusieurs façons. Elle peut obtenir des entrées de flux de trésorerie grâce à la vente de ses produits ou la vente de ses services. Elle peut également obtenir des emprunts bancaires. Elle peut obtenir des nouveaux investissements de ses investisseurs ou elle peut vendre un de ses actifs. Donc ça, c'est les manières qu'on peut avoir des entrées de fonds dans les trésoreries de l'entreprise. Il faut comprendre qu'une entreprise est rentable lorsqu'elle génère des flux de trésorerie au moyen de ses activités d'exploitation. Les fonds proviennent de la vente de produits et la prestation de services. Puis, comme on l'a vu tout à l'heure à l'état des résultats, il va falloir que les entrées de fonds de trésorerie soient supérieures aux sorties de fonds de la trésorerie pour pouvoir avoir un flux de trésorerie intéressant. Il faut comprendre que la seule partie des flux de trésorerie qui sont prévisibles, c'est la partie qui provient de la vente de produits ou de services. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qui est prévisible. Par contre, les activités de financement et d'investissement proviennent de prêteurs ou de nos investisseurs. Ça, c'est quelque chose qui est considéré comme étant non récurrent et comme étant non prévisible. Alors, passons à la diapositive « Examiner l'état des flux de trésorerie ». Alors, si on regarde l'état des flux de trésorerie, il faut comprendre que les entrées de fonds dans une entreprise proviennent de ses activités d'exploitation, de ses activités de financement et de ses activités d'investissement. Par contre, la seule partie qui est une partie qui est prévisible et qui est récurrente, c'est les activités d'exploitation. Donc, les achats au comptant, les achats par carte de crédit ou carte de débit et les paiements de nos clients. Alors, voilà les rentrées de fonds pour les activités d'exploitation qui sont récurrentes. Une partie qui est non récurrente, c'est les activités de financement ou d'investissement. Si
l'entreprise doit emprunter un montant d'argent pour payer une pièce d'équipement. Ça va être un montant qui va aller dans les activités de financement. Donc, si l'entreprise a besoin de 5 000 $ pour une nouvelle pièce d'équipement, eh bien, ça va aller dans les activités de financement parce qu'elle va emprunter 5 000 $ pour payer la pièce à son fournisseur. Alors, passons au tableau que l'on voit dans la diapositive. Si on regarde l'état des flux de trésorerie, on a les rentrées de fonds. Les activités d'exploitation comprennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ventes au comptant. Ici, on a des ventes au comptant de 5 000 $. On a également les sommes perçues par carte de crédit ou carte de débit d'une valeur de 10 000 $. On a les paiements des clients pour une valeur de 25 000 $, ce qui nous donne un total des activités d'exploitation de 40 000 $. Ensuite, on a les activités de financement et d'investissement. On a les montants d'emprunt de 50 000 $. On a les investissements des propriétaires de 25 000 $. On a les ventes d'actifs qui sont non récurrentes, comme je disais tout à l'heure, pour 0 $ dans cet exemple ici, pour un total des activités de financement et d'investissement de 75 000 $. Si on additionne le total des activités d'exploitation au total des activités de financement et d'investissement, on obtient le total des rentrées de fonds de 115 000 $. Alors, passons à la partie examiner l'état des flux de trésorerie, sortie des fonds. La sortie des fonds, on a les activités d'exploitation, c'est-à-dire que dans le cadre de ces activités, l'entreprise doit payer ses fournisseurs. Elle doit également payer les salaires de ses employés et ses différentes autres charges d'exploitation, comme son téléphone, son Internet et d'autres charges de ce genre. On a également les activités de financement et d'investissement qui sont dans les sorties de fonds. Donc, on a les emprunts, on a les dividendes à payer à nos propriétaires, puis on a les achats d'actifs. Si on regarde dans la diapositive, on a la partie sortie des fonds de l'état des flux de trésorerie. Dans l'activité d'exploitation, on voit le paiement aux fournisseurs de 10 000 $, on voit les salaires pour 15 000 $, on voit les charges d'exploitation pour 5 000 $, ce qui donne un total de l'activité d'exploitation de 30 000 $. On voit ensuite les activités de financement et d'investissement. On voit l'emprunt qui est à 2 000 $, on voit les dividendes versés aux propriétaires pour 0 $ et on voit l'achat d'actifs de 75 000 $. Si on se rapporte à la diapositive que nous avions juste avant celle-ci, on avait vu que l'entreprise avait fait un emprunt dans son activité de financement et d'investissement. Elle avait fait un emprunt de 50 000 $ et les propriétaires avaient fait un réinvestissement de 25 000 $. Alors, si on additionne le réinvestissement de 25 000 $ des propriétaires plus l'emprunt de 50 000 $, c'est ce qui nous donne l'achat d'actifs dans la sortie de fonds de 75 000 $. Alors, grâce à la feuille à distribuer prénommée Flashcow, donnez les feuilles aux gens dans la salle, faites-les mettre en équipe de 2 et faites-les regarder l'entreprise Flashcow versus l'exemple qu'on vient de donner pour qu'ils puissent faire des comparaisons pour trouver les différences entre les deux états de flux de trésorerie. Et ensuite, on revient après l'activité pour en rediscuter en équipe avec les autres membres du groupe. Alors, nous voyons maintenant l'état des flux de trésorerie complet. On peut voir que les flux de trésorerie sont comme l'état des résultats, c'est-à-dire que les flux de trésorerie sont pour une période donnée. Dans l'exemple suivant, la période de l'état des flux de trésorerie est du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2000XX. On peut également voir, grâce à l'état des flux de trésorerie complet, que la trésorerie en début de période était de 17 000 $, que l'entreprise a eu un total de rentrée de fonds de 115 000 $, qu'elle a eu un total de sortie de fonds de 107 000 $,
qui lui a donné une trésorerie de fin de période de 25 000 $. On peut également conclure que l'entreprise génère des flux de trésorerie grâce à ses opérations. Parce que lorsqu'on regarde l'activité d'exploitation, elle avait 40 000 $ d'activité d'exploitation contre une charge d'exploitation de 30 000 $. Ça veut dire que l'entreprise a généré des flux de trésorerie de 10 000 $ durant sa période. Alors, dans la diapositive précédente, nous avons utilisé un exercice qui s'appelait flashcard. J'aimerais que vous repreniez le même exercice pour poser des questions à vos gens dans la classe. Alors, en supposant que les liquidités de l'entreprise en début de période étaient de 0 $, à combien serait-il en fin de période? Est-ce que nous devrions être inquiets du résultat de cet exercice? Est-ce qu'on voit des choses que nous pourrions faire pour améliorer la situation de l'entreprise? Flashcard. Alors, passons à la prochaine diapositive qui est l'explication de la différence entre la trésorerie et les profits. Alors, il faut savoir que les produits sont comptabilisés lorsque le client passe sa commande. Ensuite, les rentrées de fonds surviennent lorsque le paiement est reçu. Les charges sont comptabilisées au moment de la réception de la facture et les sorties de trésorerie surviennent lorsque la facture est réglée. En d'autres mots, la différence entre la trésorerie et les profits. La trésorerie est calculée en fonction de quand l'argent est réellement reçu, donc quand la rentrée de fonds est effectuée. Et les sorties de trésorerie se font lorsque l'argent est réellement sorti du compte. Donc, la trésorerie est plus en fonction de notre compte bancaire. Tandis que le profit, c'est nos produits moins nos charges. Mais les produits sont comptabilisés lorsque le client passe sa commande, mais pas nécessairement quand on a reçu de l'argent. Donc, le client peut passer sa commande qui génère une vente, mais nous payer rien que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Alors, la vente va avoir été comptabilisée dans une année, tandis que le paiement peut s'effectuer dans l'année précédente, dans l'année suivante. Alors, ça va avoir un impact sur la trésorerie. Donc, voilà en gros la différence entre ce qu'est un profit et ce qu'est une trésorerie. Alors, passons à l'explication de la différence entre la trésorerie et les profits par rapport à l'activité de financement et d'investissement. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas toutes les activités liées au flux de trésorerie qui vont se répercuter dans l'état des résultats. Par exemple, l'achat et la vente d'actifs où les fonds reçus de propriétaires touchent le bilan, touchent l'état des flux de trésorerie, mais ça ne touche pas à l'état des résultats. Les activités de financement et d'investissement se rapportent très souvent à l'achat d'actifs utilisés par l'entreprise, lesquels sont considérés comme des activités à long terme et qui n'ont aucune incidence sur le bénéfice ou sur les pertes à court terme. Passons à la diapositive qui s'appelle les ressources. Eh bien, dans les documents que je vous ai remis tout à l'heure en début de séance, il y a une page qui s'appelle glossaire. Cette page-là mentionne tous les mots que j'ai utilisés aujourd'hui, tous les mots. Certains des mots que j'ai utilisés aujourd'hui qui donnent l'explication de ce que c'est en des termes plus simples. Alors, je vous invite à regarder le glossaire s'il y a certains mots que vous ne comprenez pas dans vos états financiers que vous avez à votre entreprise. Vous pouvez prendre le glossaire pour mieux comprendre. Maintenant, passons à la période de questions. S'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps durant l'atelier de poser des questions, c'est le temps de poser des questions devant la main. Alors, merci à tous et à tous d'être venus ici en grand nombre pour voir l'atelier sur les états financiers. Ça a été très agréable de discuter avec vous. J'espère que vous avez appris des choses et surtout que
vous vous êtes amusé un peu avec moi aujourd'hui, malgré la théorie qui est un peu étourdissante des fois. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir dans un autre atelier de la littératie financière de CPA Canada.